Si j'écris quelque chose de drôle et que je ne rigole pas à un moment donné, je ne sors pas, je le fais pas. Il faut qu'à un moment donné, moi-même, je rigole. Je me dis, waouh, c'est quoi ça? Je rigole, j'ai un fou rire. Parce que moi, quand j'écris, je m'imagine Par exemple, tu me parlais des deux frères et le père. Quand j'écris, j'imagine le truc. Et à un moment donné, si j'explose de rire, je me dis, ok, ça va marcher. Si j'explose pas, si j'écris comme ça, je vais pas le sortir. Moi, je suis un bosseur. Je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'estime que tout travail mérite salaire, tu vois. Donc, quand ça m'arrive, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un peu mérité, on va dire, tu vois. Faut pas écouter les gens qui sont être autour à te décourager, parce que c'est pas les gens qui vont faire ta carrière, c'est pas les gens qui... Trouve plutôt les personnes qui adhèrent à ce que tu veux faire, à ce que tu fais, à ton humour, ou même si c'est pas un humoriste, c'est un acteur, à ton jeu d'acteur. Et penche plus toi vers le côté de ces gens-là, que ceux qui ont peur, qui ont eu des frustrations et qui veulent pas que tu avances. Après, faut aussi se remettre en question. Faut pas toujours dire, ils me disent, que c'est des jaloux. Non, faut écouter les conseils quand c'est constructif. Tu vois. Et mon oncle, pour me relever de toute cette frustration que j'avais, tout ce mal-être, il m'avait dit une phrase, il m'avait dit, tu n'es pas bête, on t'a juste pas appris. C'est bête comme phrase, enfin, c'est une phrase simple. Mais pour moi, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Frédéric Boukolé est un comédien, réalisateur et scénariste congolais au parcours inspirant. De Kinshasa aux scènes parisiennes, il a su transformer sa passion en une carrière internationale. De retour à Kinshasa, il nous parle de son expérience sur la marche. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Frédéric, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Tu m'as présenté comme si on était à l'enterrement, mais ça va, on est joyeux, on rigole, on est bien. Oui, bonne ambiance. C'est la bonne ambiance. C'était pas l'enterrement. Ça fait plaisir de te voir sur la marge aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. De m'inviter, ça fait plaisir d'être là aussi. Ok. Alors, nous avons la première question que l'on pose toujours à tous les invités. Ouais. C'est la question du choix. On a le théâtre, on a le cinéma. Ouais. Pourquoi le choix de ces deux métiers? Je ne l'ai pas vraiment choisi. Moi, depuis tout petit, j'aime beaucoup. Ça fait un peu cliché de dire ça. Mais depuis que je suis enfant, j'aime rigoler, j'aime interpréter des personnages, j'aime raconter des histoires, j'aime créer. Donc, c'est juste la continuité de ce que je faisais quand j'étais gamin, en fait. C'est juste ça. Et à partir de quel moment tu t'es dit, ça y est, c'est maintenant j'en fais vraiment mon affaire? Tu veux dire à partir de quel moment où je me suis décidé à en faire vraiment mon travail? Oui, c'est ça. Ok. C'était après mon bac. J'ai fini les études. Enfin, j'étais en bac et je devais faire des études supérieures. Et depuis tout petit, je faisais du dessin, je faisais de la musique, j'aimais beaucoup tout ce qui est physique. Je faisais beaucoup de sport, tout ça. Et quand je devais trouver mon école, justement, mon école supérieure, je suis parti dans un dans un forum, il y avait beaucoup de stands comme ça, d'écoles à choisir. Et je suis tombé devant une école de cinéma. Et je me suis dit, mais attends, mais tout ce qu'ils font dedans, c'est ce que je fais depuis tout petit. Donc, j'aime le théâtre, j'aime interpréter des personnages, j'aime le dessin, la musique, tout ça, ça se regroupe dans le cinéma. Donc, c'est ça que je vais faire, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pris un dossier et que j'ai commencé à faire... j'ai fait une école de cinéma. Avant le cinéma, il y a aussi le succès qui part d'une vidéo qui fait des millions de vues. Ouais, tu sais c'est laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Non, en fait, on parle des prénoms, même c'est plusieurs vidéos. Ah, ok. Mais la toute première qui a vraiment eu beaucoup de succès, c'était une vidéo où je faisais une parodie d'un mec qui mangeait un sandwich avec une côte de porc dedans. Et il disait, je l'ai halalé ce matin. On sait très bien que côte de porc, elle n'est pas halal selon les musulmans. Ouais. Et moi, quand je suis arrivé en France, j'habitais en cité. Et tous les jeunes, ils disaient ça. Je l'ai halalé ce matin, c'est halal. Ça, c'est pas halal. Enfin, ils disaient que ça, c'est pas halal, il faut pas manger. Moi, je comprenais pas. Je me disais, c'est quoi ça? Ils n'arrivaient jamais à m'expliquer. Donc, un jour, en partant, parce que c'était après mes études, du coup, j'avais travaillé pendant les vacances. J'avais un job d'été. J'étais en tant qu'électricien. On était sur le chantier. Et en partant chez moi le matin, j'avais pas le temps, je devais partir vite, donc j'ai juste pris du pain, j'ai mis une côte de porc dedans et je suis parti au travail. Et à midi, comme j'avais toujours une petite caméra avec moi, j'étais avec un pote et je savais que lui, il allait répondre bien aux questions que j'allais lui poser. Et j'ai juste vu mon pain, j'ai dit, mais c'est pas halal. Et je me suis dit, bon, si je l'ai halalé ce matin. J'ai dit, bon, c'est drôle ça, je vais lui poser la question. Et je lui ai dit, tiens, filme-moi
Je vais te parler. Il me dit, tu vas dire quoi? T'inquiète pas, je vais juste te parler. Et là, j'ai sorti ma côte de porc, je mangeais. Il me dit, mais c'est pas halal ça. Je dis, mais je l'ai halalé ce matin. Et c'est parti comme ça. Donc c'était un sketch où à la fin, lui-même, il mangeait du porc, alors qu'il me prenait la tête, comme quoi c'était pas bien d'en manger, tu vois. Et ça avait fait un gros buzz. À l'époque, c'était sur Dailymotion, c'était pas sur YouTube. Il n'y avait pas encore YouTube à l'époque. C'était Dailymotion, c'était 2008, 2009. Hein. Et ça a fait un gros buzz, etc. Et on commençait à me demander un peu de participer à des tournages et tout. Et moi, je ne m'y connaissais pas. Moi, j'aimais bien faire des sketchs juste en improvisant comme ça. Et c'est parti un peu de là. Hein. L'idée de commencer à vraiment faire mon métier est venue. Et suite à ça, j'ai trouvé cette école-là de cinéma et c'est parti, quoi. J'étais encore dans le doute, mais quand je suis tombé devant l'école, j'ai dit, en fait, non, il faut que je fasse ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des cours d'acting, tout ça. Ok. Et maintenant, ton entrée à l'école de cinéma a rajouté quoi sur ce que tu avais déjà, de façon concrète? J'étais professionnalisé ce que je faisais déjà, parce que c'est pas quand tu te filmes tout seul ou avec des potes, c'est pas pareil que quand tu es devant une caméra avec un directeur artistique qui est là, tu as le réalisateur, tu as des phrases, enfin un texte. Ça, c'est différent. C'est pas toi qui joues comme toi tu le veux. Tu joues comme selon les demandes du réalisateur. Lui, t'impose un personnage. Là, c'est différent. Tu es acteur. Tu n'es pas juste quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet. Donc, on t'apprend à te déplacer dans l'espace de jeu. Tu sais, parfois, quand tu joues au cinéma, en fait, tous les mouvements que les comédiens font, ils mettent des marquages au sol. Pour tes déplacements, tu te déplaces, tu dois t'arrêter là, tu dois être face à la caméra comme ça, tu ne dois pas tourner le dos au public. Tout ça, on l'apprend en fait dans l'école de cinéma. On apprend la diction, à bien prononcer ses phrases, à bien articuler, tu vois. On apprend à sortir de ses émotions aussi, à avoir un jeu plus correct, plus, plus juste devant la caméra. Parce que la caméra, elle capte tout. Si tu bouges ton sourcil comme ça, on sait, tu vois. Donc, à être plus réservé, on va dire, parce que si moi j'avais un jeu un peu très théâtral, on va dire, quand tu fais tout seul, tu vas en faire beaucoup trop. Et quand tu fais du théâtre, c'est différent que quand tu fais du cinéma. Du théâtre, tu fais beaucoup de gestes parce que le mec qui est au fond de la salle, il faut qu'il puisse te voir, capter ton émotion. Et quand tu es devant la caméra, c'est plus minimisé, on va dire, tu vois. Pour être plus sincère, on va dire que c'est des émotions un peu plus enfouies. Pour ça, parfois, tu peux être là, tu as juste un regard, on te met une musique, tu as de l'émotion, tu vois. C'est différent de quand tu fais toi-même tes vidéos. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour canaliser mon énergie déjà et travailler mes palettes émotionnelles. C'est-à-dire que voilà, je pouvais partir dans de la comédie, descendre dans du drama, tu vois. Donc, tout ça, ça s'apprend. Hein. C'est tout un métier, être acteur, être réalisateur, producteur, tout ça. Dans le cinéma, c'est tout un métier en tout cas. Ok. Et entre le cinéma et la scène, tu te sens les plus à l'aise où? Moi, franchement, je préfère jouer. Hein. Je préfère être devant la caméra. Parce que ça demande d'être plus juste. En tout cas, tu peux pas mentir à la caméra. Moi, j'aime bien changer de personnage, tu vois. Ça me permet d'être un peu plus créatif. Alors que quand tu es sur scène, on dit action, enfin, on dit pas action, mais je veux dire, quand tu es sur scène, dès le début du spectacle, tu es là jusqu'à la fin. Il n'y a pas de coupé, tu vois. Donc, tu assumes ton... C'est deux métiers différents, mais je trouve que sur scène, c'est plus difficile que le cinéma, j'ai envie de dire. Enfin, c'est différent. Sur scène, en fait, dès que c'est parti, c'est parti. Il ne faut pas bégayer, si tu bégayes, si tu rates une phrase, il faut te rattraper tout de suite. Il n'y a pas de couper, on refait jusqu'à ce qu'on ait la bonne émotion, on a le bon truc. Donc, soit on te jette des tomates, t'as mal fait directement, hein, le public, il te renvoie. Si t'es pas drôle, t'es pas drôle. Hein. Ils vont pas rigoler, tu vas rentrer chez toi, tu vas te poser des questions, tu vas te dormir en boule comme ça, tu vas pleurer. Au cinéma, tu refais une prise, tu refais une prise. Mais je préfère quand même le cinéma, ouais. Parce que tu peux créer des tas de choses, tu vois. Au cinéma, on te filme, derrière, on va mettre après, il y a du montage, hein, des effets spéciaux, des trucs, je peux parler avec toi aujourd'hui, là, maintenant, et bam, jump cut, je suis à Paris. Il y a plein de choses à faire. Il y a plus de possibilités au cinéma qu'au théâtre, en tout cas. Ok. Il y a ton côté aussi, amour pour la réalisation. Ouais. On te considère également comme un metteur en scène. Et de l'autre côté, tu es acteur aussi. Ouais. Alors, toi, personnellement, comment tu te considères? Tu te considères comme un interprète ou un créateur? Un créateur, je pense.
Enfin, les deux, parce que j'interprète ce que je crée. En fait, j'arrive pas à faire la différence. Je pense que... Oui, non, je suis quand même plus un interprète, on va dire, parce que je peux ne pas écrire pendant des mois. On me propose du travail, j'arriverai à le faire, tu vois. C'est-à-dire que ça, je peux le faire sans même pouvoir créer. Donc, je me considère plus je me considère plus comme un interprète. Oui. Comme un interprète. Ouais. Et aussi, j'ai remarqué sur tes réseaux, tu as tendance à voilà, créer des courtes vidéos en incarnant plusieurs rôles, mais dans la même vidéo. Ouais. Comment tu fais ça? Ça, tu fais référence aux deux frères jumeaux et au père, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Comment je fais ça? Ben, déjà, je vais te dire comment j'ai créé ce truc, on va dire. Et que moi, j'aime bien interpréter plusieurs personnages. Surtout prendre... j'aime bien créer, mais en même temps, choquer, c'est pas le bon mot. C'est-à-dire, j'aime bien surprendre. Tu vois? J'aurais pu faire un truc simple où je fais plusieurs personnages, mais en étant juste moi-même, je fais juste les répliques. Mais là, je me suis compliqué à faire vraiment des personnages totalement différents avec leur propre caractère, leur propre mimique. Parce que j'aime bien, même moi, quand je vois, ne pas me reconnaître dans ce que je fais. J'aime bien me surprendre moi-même, si tu veux. C'est toujours je me lance toujours des défis quand je crée quelque chose. Alors, comment je fais ce concept-là? Déjà, ça part de l'écriture. Avant même ça, je me dis, OK, ce personnage-là, son caractère, c'est ça. Il faut qu'il parle comme ça. Il ne peut pas dire certaines phrases. Un autre, pareil. Donc, je les retrouve vraiment leur façon de parler à eux, leur façon de bouger, les façons les regards, tout ça, je les mets en place bien avant de commencer à écrire. Et une fois que j'écris, parfois, ça me prend au moins 3 jours d'écriture, parce que je veux vraiment que les répliques correspondent vraiment aux réponses des autres, les regards, les mouvements. Donc, je vais mettre peut-être 1 ou 2 jours à écrire le sketch. Et après, je vais mettre 1 jour à le tourner. Je vais mettre toute une journée à tourner les personnages. Donc, je prends un personnage, je fais tout le texte du début à la fin en mettant des pauses. Parce que je sais qu'à tel moment à cette réplique, il y en a un qui va me parler. Donc, je vais mettre une pause, je vais le regarder, je vais l'écouter. Puis, je regarde l'autre. Pendant que l'autre, il parle, je sais que l'autre, il réplique à ce moment-là. Je le regarde. OK, après, il y a tous ces trucs-là. En fait, tout est dans ma tête déjà. Donc, je prends un personnage, je joue du début à la fin, je fais toutes ces phrases. Et après, je fais avec l'autre, et après, je fais avec le troisième, et après, au montage, je match tout ça, tu vois. Et puis, ça fait ce mélange-là que nous... Ouais, ce mélange un peu fou. Mélange fou, un peu cartoon, tout ça. J'aime bien les trucs, en fait, qui surprennent. Mais en tout cas, c'est du bon travail, hein, Ah, parce que merci. l'histoire est tellement bien racontée que tu as envie de rester regarder jusqu'à la fin. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Parce que parfois, au début, je me disais que c'était peut-être trop long pour les réseaux. Parce que, tu sais, que ça soit sur Insta, on me dit non, il faut que ça soit des vidéos de moins d'1 minute, etc. J'ai déjà fait des sketchs de 5 minutes avec ces personnages-là. Et les gens, ils se rendent pas compte du temps qui passe dessus. Ils ont l'impression que c'est que 1 minute, alors que ça fait déjà 5 minutes, tu vois. Parce que c'est aussi un rythme très, très rapide. J'ai souvent un rythme cartoon, un rythme de dessin animé quand moi j'écris. J'ai un rythme dans ma tête qui fait que il faut qu'à ce moment-là, ça un peu ralentissement, regard, En fait, j'arrive pas à juste faire un truc qui va être très long, en fait. Ok. Alors, on va parler de 2 moments, Frédéric. Ouais. Le premier moment, en fait, c'est le moment de ta carrière qui t'a le plus marqué positivement. Et le deuxième moment, c'est les moments qui auraient pu te faire chuter, mais que tu as su déjouer. Alors, le premier moment, moi, je me suis dit que, OK, je commence à gagner de l'argent avec ça et que tout le monde me voit. Où je suis sorti un peu d'Internet. C'est quand j'avais fait la publicité, parce que j'étais égérie de Evian à un moment donné, la marque d'eau, Evian. Et en fait, ils avaient un gamin, parce qu'Evian, leur concept, c'est avoir des bébés et trouver les adultes qui ressemblent, en fait. Parce que je crois que leur délire, c'est quand tu bois l'eau Evian, tu rajeunis, tu gardes ta jeunesse. Donc, du coup, ils avaient trouvé un gamin, un bébé. Et j'avais passé le casting parce que le bébé, il me ressemblait vraiment. Et on avait le même sourire, il avait la même fossette sur la même joue. C'était perturbant, c'était fou. Donc, j'ai fait ce casting-là, j'ai été pris et ma tête était partout sur les bouteilles d'eau. C'était international, c'était aux États-Unis. Même ici, ça se vendait ici à Kin, dans les magasins. Et c'est là que je me suis dit, ah, OK, c'est ça en fait. Parce que moi, je voyais, quand j'ai passé ce casting, il y avait des mannequins qui étaient là. Eux, ça faisait des années qu'ils travaillaient. Et j'ai vu ce qu'ils touchaient, comment ils boussaient tout le temps. J'ai dit, ah, c'est ça. Donc, en fait, c'est le moment où j'ai commencé vraiment à gagner ma vie avec le métier d'artiste, tu vois. Je pense que c'était ça le tournant le plus gros tournant de ma carrière, on va dire.
Pour l'instant, c'est ça. Et le moment où j'étais vraiment en bad, c'est quand je n'avais plus du tout de rôle, on me proposait plus rien. Et je passais des castings, on me prenait pas. Et dans ce métier, ça nous arrive tous, hein. Tous les artistes vont te dire ça, hein. C'est une course d'endurance. Donc, je sais plus quel casting j'avais passé. Je crois que c'était un long métrage, ouais. C'était un long métrage avec Didier Bourdon. C'est ça, Bourdon, je me trompe pas, hein, Didier Bourdon. C'était un mec qui fait partie des Inconnus. Je sais pas si tu connais les Inconnus, c'est 3 mecs en fait qui font des sketchs. C'est à l'ancienne, c'est très vieux, mais c'est très connu là-bas en France. Et je devais avoir le rôle secondaire et je l'ai pas eu ce truc-là. Et ça m'avait vraiment fait chier. Donc du coup, j'étais en mode, wow, ça fait des années que je suis là, je bosse, etc. Mais comment je vais faire? En fait, ça va jamais marcher. En fait, je suis condamné à moi-même écrire et jouer dans mes propres, dans mes propres créations, tu vois. Mhm. Et comme tout artiste, hein, tu prends ça dans la tête, tu t'assois, tu réfléchis, tu tournes en rond, tu bats si tu veux, tu es dans ton petit coup de blues, mais après tu te relèves, hein, tu te dis, écoute, tu as choisi ce métier. En fait, moi, quand ça m'arrive, ça, je regarde juste, chez moi, j'affiche toujours ce que j'ai fait. J'ai des tableaux, les posters de mes spectacles. Par exemple, j'ai un gros tableau de Mbakoul Marabout sur le mur, etc. J'ai aussi Evian, je disais aussi sur le mur. Donc, il y a des moments où je suis là, quand tu te poses des questions, je lève juste la tête et je vois tout ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Tu vois, je me dis, mais non, t'as pas pu faire tout ça et arrêter là. Tu vois, tu mérites ta place, tu es là. C'est comme ça. C'est un métier difficile, mais tu y arrives. Il y en a beaucoup qui veulent avoir le peu que tu as et qui ne l'ont pas. Donc, c'est pas le moment de flancher. Il faut que tu continues. C'est comme ça, en fait, tu vois. Ok. Et quand on associe ton image à l'excellence, j'ai fait mes recherches. Ouais. On associe ton image à l'excellence Ah bon? dans le métier, ouais. Et je voudrais savoir, est-ce que tu l'assumes ou voilà, tu balayes ça d'un revers de la main? Là, tu m'apprends, hein. L'excellence. Waouh! Il faudrait me coller loin, vraiment. Mon oncle Boujma, il a grandi. L'excellence. Ben non, mais je l'assume. Écoute, on a travaillé pour, tu vois. Moi, je suis un bosseur. Je bosse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'estime que tout travail mérite salaire, tu vois. Donc, quand ça m'arrive, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un peu mérité, on va dire, tu vois. Il n'y a pas de, comment dire? J'allais dire, il n'y a pas de miracle, en fait. Tu sais, on dit souvent qu'il y a de la chance, mais la chance, il faut la provoquer, tu vois. C'est que, après, je dis ça, mais il y a beaucoup de gens aussi qui bossent et qui, malheureusement, il n'y a pas d'ouverture. Mais déjà, ça me fait plaisir que les gens pensent à l'excellence, hein, tu vois, quand ils regardent mon travail. Après, comme je disais tout à l'heure, je mets beaucoup, beaucoup de temps dessus. Tu vois, je suis un peu perfectionniste sur les bords, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui va juste écrire un petit truc et puis dire, vas-y, bon, il faut sortir une vidéo, je la sors. C'est pour ça d'ailleurs que les gens, ils m'en veulent sur mes réseaux, je sors pas beaucoup de vidéos. C'est pas récurrent. J'en sors pas tout le temps, parce que je mets vraiment beaucoup de temps à travailler dessus. Donc, quand ça sort et que je vois l'engouement qu'il y a autour, et et que ça buzz, etc., je suis très content parce que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, tu vois. Donc, non, j'assume, hein. Écoute, je me dis, ok, si on l'idée, c'est que mon travail plaît et il faut que je continue comme ça, être dur avec moi-même et dur dans ce que... Et souvent, on me dit que comme je viens de dire, souvent on dit que je suis dur avec moi-même, mais moi-même, je vise justement la meilleure des qualités, tu vois. Si j'écris quelque chose de drôle et que je ne rigole pas à un moment donné, je ne sors pas, je le fais pas. Il faut qu'à un moment donné, moi-même, je rigole. Je me dis, waouh, c'est quoi ça? Je rigole, j'ai un fou rire. Parce que moi, quand j'écris, je m'imagine, par exemple, tu me parlais des 2 frères et le père. Quand j'écris, j'imagine le truc. Et à un moment donné, si j'explose de rire, je me dis, ok, ça va marcher. Si j'explose pas, si j'écris comme ça, ouais, je vais pas le sortir. Ok. Pareil, quand j'écris du drama. Si à un moment donné, j'ai de l'émotion et que je commence à avoir des larmes aux yeux, ok, là, je continue, tu vois. C'est un grand travail, alors. Ah, mais dans tout travail, il faut donner le max de soi-même, hein. C'est essentiel au succès, comme on dit. C'est important. Maintenant, si on parlait de la raison de ta venue ici à Kin, ouais. Moi, je t'ai vu sur les réseaux, sur les plans de tournage, et tout, on n'a pas cerné. C'était quoi la raison de ta venue? Si tu pourrais nous parler. Ouais, je voulais garder ça un peu secret. Maintenant, tout le monde le sait, tu vois. Ouais. Parce qu'à la base, je gardais ça un peu secret, parce que Mbakoul Marabout, qui est une des séries phares de ce que je fais en tout cas, qui était sur TV5 Monde, il y avait la première saison, la deuxième saison déjà, qui avait très très bien marché. Et je voyais qu'il y avait beaucoup d'engouement ici à Kin. En fait, dès que je regardais sur mes réseaux,
Je voyais Mbakoul Marabout. Même si je mettais une photo, j'étais là chez moi juste posé ou sur scène, je faisais autre chose, je voyais toujours Mbakoul Marabout. Et moi, comme je suis l'enfant du pays, hein, dans mes sketchs, même quand je tourne là-bas à Paris, je mets toujours des petites phrases comme ça en lingala, en chiluba, tu vois. Je fais toujours des références au Congo et je me suis dit, ça serait bien que cette 3e saison, je la tourne là-bas directement, tu vois, avec les acteurs locaux, tout ça, ça serait vraiment bien. Donc, c'est ça la raison de ma venue. J'ai aussi réalisé un documentaire sur les femmes entrepreneurs parce que je travaille avec l'AFD, Agence française de développement, du coup, qui s'est greffé au projet. Et je devrais proposer un documentaire sur les femmes entrepreneurs ici à Kinshasa. Donc, je suis 4 femmes dans ce documentaire qui fait qui va faire 1h15. Et en même temps, j'en ai profité pour tourner Mbakoul Marabout à la saison 3, ici à Kin. C'est pour ça que je suis là, en fait. Ok. Donc, tu as travaillé quand même avec certains acteurs locaux. Oui. C'était essentiel pour moi. Je ne voulais pas prendre des acteurs là-bas en France et descendre avec eux ici, en fait. Même l'équipe technique, hein, c'était une équipe technique ici de Kin. Et pour ça, j'ai fait appel à Pigma. Tu vois, Pigma qui, en fait, j'avais rencontré le CEO de Pigma, Alain Yave, en Afrique du Sud. On avait un peu discuté. Je lui avais dit que je voulais faire des projets à Kin et tout, que j'avais des projets dans le tiroir, mais je ne savais pas encore que j'allais travailler avec lui. C'est seulement quand j'ai voulu choisir une boîte de prod qui était ici. Parce que moi, j'ai une boîte de prod à Paname, mais je voulais quand même travailler avec une boîte de prod ici. Et comme je m'entendais bien avec Alain, je lui ai proposé le projet. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ok. Et quel est ton regard, en fait, du cinéma local? Cinéma local, faut dire, moi, je m'en vais un peu sur ça parce que je ne m'y connais pas tant que ça. Tu vois, moi, quand j'étais ici, moi, c'est des sketchs que je regardais à l'époque. Moi, c'était dans la comédie. C'était encore à l'époque de Ngadiadia, tu vois, les vieux Ngadios, tout ça. Moi, je regardais tout ça, les Sans Soucis, ces trucs. Moi, j'ai grandi avec ça. Mais depuis que je suis parti, je regardais un peu vite fait quelques sketchs, etc., qui sortaient. Mais on était un peu plus porté sur l'humour ivoirien, tu vois, avec les Goûts, tout ça, c'est ce qui arrivait un peu plus en France, tu vois. Et là, je redécouvre encore un peu. Je regardais sur les réseaux, que ce soit les Richka, les Arman Amissi, les Rancia, tout ça. C'est des choses que je regarde un peu de temps en temps comme ça, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, il fallait que je descende d'ici pour pouvoir me connecter avec les acteurs d'ici. Après, là, je t'ai cité des gens qui étaient plus sur les réseaux. Mais les acteurs en soi, c'est pour ça que tu me disais ça, le cinéma congolais, je ne connais pas plus que ça, tu vois. Donc, j'aimerais beaucoup que ça puisse encore plus se développer, qu'on entende encore plus parler de nous, etc. Parce qu'on a plein d'histoires à raconter. Il y a plein d'artistes qui sont incroyables ici. Moi, à chaque fois, je vois des Congolais, mais je ne sais pas ce qu'on a, nous autres Congolais, quand on a un talent sorti dans la musique. Tu vois des bébés Congolais qui guitare, dire, c'est quoi le problème? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est inné. Ouais, c'est inné chez nous. Je sais. Et puis, on est drôle. Même quand on est énervé, on est drôle. Je me suis dit, il fallait que je descende là et puis voir comment on peut aussi travailler ici travailler directement ici avec les acteurs qui sont ici et développer un peu plus ce côté-là, tu vois. D'accord. Ça sera peut-être l'avant-dernière question. Ce n'est pas forcément une question. Si, en fait, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui, un jour, voudrait devenir le Frédéric Boukolé de demain, tu lui dirais quoi? Il faut déjà qu'il devienne lui-même de demain. Moi, je suis moi. Il faut que lui puisse dans ses ressources à lui, qu'il devienne. Après, il y a toujours une base. Hein, on se réfère toujours à des personnes qu'on admire, etc. Moi, quand j'étais petit, je regardais beaucoup Louis de Funès, je regardais Jim Carrey, Eddie Murphy. C'est pour ça que je fais beaucoup de grimaces quand je joue dans la comédie. Tu vois, je suis très cartoon. Il faut que lui aussi se réfère à une personnalité qui le fait kiffer, qui le fait aimer le métier d'être acteur, tu vois. Et surtout, de faire, de ne pas lâcher. C'est une course d'endurance. Quand tu te mets dedans, il faut vraiment le faire. C'est beaucoup de travail. On en parlait tout à l'heure et tout. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je me mets dans un truc, il faut que je le fasse, mais je le fasse bien. Tu vois. Il faut pas écouter les gens qui sont être autour à te décourager parce que c'est pas les gens qui vont faire ta carrière, c'est pas les gens qui... Trouve plutôt les personnes qui adhèrent à ce que tu veux faire, à ce que tu fais, à ton humour, ou même si c'est pas un humoriste, c'est un acteur, à ton jeu d'acteur. Et penche plus toi vers le côté de ces gens-là, que ceux qui ont peur, qui ont eu des frustrations et qui veulent pas que tu avances. Après, il faut aussi se remettre en question. Faut pas toujours dire, ils me disent que c'est des jaloux. Non, faut écouter les conseils quand c'est constructif, tu vois. Des conseils des bonnes personnes. Avoir des mentors, c'est bien aussi. Croire en soi. Si tu sens que tu as la flamme en toi et que tu peux le faire, fais-le. De toute façon, si tu n'essayes pas, tu es déjà fini. Donc, ça ne te coûte rien de faire le premier pas et d'essayer. Moi, je suis né en Bujimaï, moi.
Je suis parti, j'avais 10 ans, je suis arrivé là-bas, je parlais pas bien français. Aujourd'hui, je fais des spectacles devant parfois des 2800 personnes. Donc, il y a même moi, parfois, je rentre dans ma loge et je me dis, mais c'est moi qui fais ça? Comment? Avant, j'arrivais même pas à dire des mots, j'avais honte qu'on se rigole de moi parce que je parlais pas bien français. Aujourd'hui, je suis là, je fais, tout est possible, tout s'apprend. Il y a une phrase d'ailleurs que, tout à l'heure, tu me parlais d'un tournant de ma vie. J'avais beaucoup de difficultés quand j'étais arrivé, tu vois, en Europe. Et quand je suis arrivé en France, chez un oncle, j'avais beaucoup de difficultés, que ce soit à l'école et autres, parce que c'était un autre monde, un autre monde, une autre vie. Et mon oncle, pour me relever de toute cette frustration que j'avais, tout ce mal-être, il m'avait dit une phrase, il m'avait dit « Tu n'es pas bête, on ne t'a juste pas appris ». C'est bête comme phrase, en fait, c'est une phrase simple. Mais pour moi, ça a changé complètement ma façon de voir les choses. Donc que tu aies 5, 6, 15, 20 ans, 50 ans, tu peux toujours apprendre une chose, tu vois. Il faut juste accepter que tu ne connais pas, tu apprends. Tu ouvres des livres, tu apprends et tu le feras, fais ce que tu veux. Mais il faut juste apprendre. C'est juste ça. Donc, ceux qui veulent faire ce métier, référence à moi, ce que tu dis, ils veulent être des Frédéric Bucollet de demain, ce que j'espère pas pour eux, il faut aller plus loin, il faut faire plus. Travailler juste. Travailler, mettez-vous à fond dedans. N'écoutez pas. Travail. Tout travail mérite salaire. Donc, peu importe ce que tu fais, apprends et fais-le. Et puis voilà. Je disais que c'était l'avant-dernière question. Comment tu as trouvé Kinshasa? Ah, moi, je kiffe. Hein. Oh là là, Pondou tous les jours, foufou, Makaya, je tape ça. Non, franchement, je trouvais que là, je prends un plaisir fou parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je n'étais pas revenu ici. Hein. Ça faisait 10 ans. Donc là, par exemple, quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai dit à moi, Chiluba, t'as enchaîné. Je fais, moi, je ne vis pas ça à Paname, tu vois, je ne vis pas ça à Paris. Okay. Ça veut dire que je me sens chez moi. Tu vois, je suis là, je peux parler de tout et de rien. Tu vois, j'ai pas à expliquer ce que je suis, tu vois, je viens d'ailleurs ou quoi que ce soit, je suis à la maison. Alors qu'à Paris, c'est un peu plus différent. Quand tu es en Europe, c'est différent, tu vois. On voit que tu n'es pas d'ici, donc tu es d'ailleurs, il faut te justifier tout le temps. Alors que là, je suis à la maison, tu vois. Après, je passe pour le Mondélé parfois. On dit que le noir-blanc de là-bas, parce que j'ai un accent, quand je parle un peu lingala ou Chiluba, tu vois. Je perds un peu de Chiluba, mais mis à part ça, je kiffe vraiment. Ça s'est beaucoup développé ici, hein, et ça s'est construit partout. Mais en même temps, c'est bizarre parce qu'il y a deux côtés. Tu as le côté où ça a grave construit, et puis tu as un côté où on dirait que c'est un peu plus ouais, c'est vrai. délabré. J'ai pas compris le délire. Mais ça aussi, ça m'a choqué un peu de voir comment ça s'est un peu dégradé vite fait. Et ça m'a choqué de voir comment ça a évolué d'un côté. Mais moi, pour l'instant, c'est un plaisir d'être là. Tu vois. Je devais partir bientôt, mais j'ai envie de repousser encore de quelques semaines, tellement je suis à l'aise, je suis bien. Donc, en tout cas, très bel accueil. Les gens sont cool. J'ai tourné ma saison 3 de Mbakoul Marabout avec des gens super. Le documentaire, j'ai découvert des coins de Kin que je connaissais pas. Moi, dès que je venais, je restais ici à Gombe ou machin. Là, j'étais là-bas, Kin Kolé, Sélé, tout ça. Je montais dans des montagnes. J'étais dans la boue sur des waves et tout ça. Donc, moi, je kiffe, en tout cas. Frédéric Bucollet, ça a été un plaisir d'avoir reçu sur la marge. Plaisir partagé, merci beaucoup. Et ça me fait du bien de faire des... Comment tu appelles ça? C'est un podcast, du coup? Ouais, c'est un podcast. Lourd. Au pays, là, je suis là, ventilateur qui tourne, je suis bien. Donc, non, je kiffe vraiment et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin de ces podcasts, mesdames, messieurs. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.